Aujourd'hui, et je pèse mes mots, sous le gouvernement Hollande, j'avais 30% des membres du gouvernement qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. 30%. Sous le gouvernement Macron, j'en suis à 60%. On apprend que voilà, les journalistes de Charlie Hebdo ont été abattus à la Kalachnikov autour d'une table. On s'est tous regardés comme ça. Et là, moi, ça a été un choc parce que j'ai perdu des copains dans des conflits, etc. Des gens qui ont été tués à l'arme légère ou à l'arme lourde. Mais ça se passait toujours très loin. Et là, je me dis, ça y est, la guerre, elle arrive ici. Oh, mamie, oh, mamie, mamie blues, oh, mamie blues, mamie, mamie. Oh, mamie, mamie blues, oh, mamie blues. Ah, c'est ici le bar de l'Omerta. C'est ici Jean-Luc Andiotti. Ouais. Je suis fatigué. Je reviens de manif. Vous pouvez pas savoir comme c'est fatigant la manif, fatigant. Vous avez un pour moi, Laurie? Champagne, très bien, très bien. Je sais que je ne suis pas le seul à aimer le champagne. Je sais que Nicoletta l'aime beaucoup. Et je suis très heureux de vous accueillir, comme chaque dimanche, mais vous savez qu'ensuite c'est tout le temps, sur la chaîne YouTube d'Omerta, de la plateforme Omerta. Et on va parler de ce que fait Omerta aussi, les enquêtes, etc. Nous avons avec nous le directeur de la rédaction, Régis Le Sommier. Nous avons Najouel Hayaté, qui fait un travail formidable, et notamment ce livre sur Sarah Halimi. On va en parler. Nous avons Philippe Pascot. Alors Philippe Pascot, comment je peux le... Il tire à vue, quoi. Il tire à vue. Dès qu'il y a un scandale quelque part qui arrive, dès qu'il y a quelque chose qui se montre, il tire à vue, Philippe, depuis déjà des années et des années. Et ça fait mouche à chaque fois. Et puis nous avons notre grande chanteuse, Nicoletta qu'on adore, qui a... Je vais pas te citer tous ses succès. Elle a fait un livre d'ailleurs formidable qui s'appelle 50 ans de scène, hein, Soul Sister. Et puis un disque qui vient de paraître aussi. On va en parler très longuement. Et je vais vous dire, et vous êtes là. Alors, mettez-vous à l'aise, prenez un verre. On va manger, on va boire, on va chanter, et puis on va dire des choses quand même de fond. Parce que c'est ça un bar. Un bar, c'est quand vous finissez, vous êtes allé dîner, vous êtes allé au théâtre, au cinéma, au concert, et puis vous dites, avant de rentrer chez soi, on va prendre un dernier verre. Et ben voilà, on va le faire avec un dernier verre. Et Jean-Luc Andiotti, nous allons commencer par un petit blues des casseroles. Je ne connaissais pas mon rôle, je ne me trouvais pas drôle. J'hésitais dans ma vie jusqu'à ce que je rencontre Casserole. Quand l'ordre est désordre, quand la justice se fait injuste, quand les mots ont changé de sens et les sens de mots, quand la vérité est mensonge et le mensonge est vérité, casserole, casserole, casserole. Et voilà pourquoi je me retrouve avec ce dernier verre dans le bar Omerta. Et là, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Merci Jean-Luc. Bravo. Alors... Quelle voix. Quelle voix. Quel organe, quel organe. Non, et je voulais vous dire qu'on est très, très, très heureux de vous avoir, vous êtes avec nous. Et on va commencer à parler un peu vraiment de ce qui se passe aujourd'hui. Et vous verrez que chacun de nos invités, chacune de nos invités, a un rapport avec, effectivement, la réalité de ce qu'on vit. Vous savez, on n'est pas dans l'actualité immédiate, on est dans l'air du temps. Et quand je dis l'air, L''E-R-E, non pas l'air du temps. Car n'oublions jamais cet adage qui suit le vent à une logique de feuilles mortes. Donc on n'est pas dans le vent, on est dans je dirais pas l'éternité, ce serait prétentieux, mais dans quelque chose qui transcende le vent. Et alors, Nicoletta, moi je voudrais qu'on commence juste, on en entendra d'autres. Nicoletta, en fait, vous avez écrit un livre formidable, un livre très, 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 très émouvant, votre biographie. Et au fond, vous racontez très bien comment vous êtes sorti d'une enfance pas facile. Oui. Je crois. Et puis vous êtes devenue la chanteuse, la chanteuse qu'on connaît. Et c'est étonnant parce que vous êtes passé du blues au gospel, à la chanson amoureuse, à tout cela. Et au fond, c'est quelque chose qui est venu, mais dès l'enfance. Enfin, vous étiez... Oui, j'ai commencé dans une chorale à 8 ans, la chorale paroissiale. La chorale paroissiale. De mon village, il y avait un curé qui s'appelait le Père Molinier. Et ce qui est très, très curieux, je ne sais pas s'il faut croire au hasard ou pas, mais mon compagnon, depuis 32 ans, s'appelle Molinier. Ah oui, d'accord, oui. Bon Dieu m'a fait un coup comme ça. Bien sûr. Et il était très musicien, il jouait de l'orgue merveilleusement bien. Et j'allais répéter tous les jeudis avec tous les gens du village qui étaient partis de ces chorales. Et évidemment, je chantais en latin. À l'époque, c'était en latin. À l'époque, la messe était en latin. Absolument. Ouais. Et j'ai été dégoûtée de la messe quand je suis allée en pension chez les religieuses à l'âge de 16 ans. Il fallait y aller tous les matins. On était à jeun, on se mettait en randonnion dans la cour, sous les platanes, il faisait un froid terrible, et on se farcissait la messe avant d'aller au petit déjeuner. Alors j'ai beaucoup souffert. Ça m'a un petit peu blasé du dogme, tu vois ce que je veux dire. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir de la spiritualité. D'où mon amour du gospel. Vous êtes croyante ? C'est-à-dire que je crois en une force supérieure, je crois au bien et je crois au mal. J'ai aussi peur de Dieu, aussi peur du diable. C'est ces deux forces qui me font très peur. Mais le reste, par exemple, la passion du Christ, je l'ai dit dernièrement, moi j'ai beaucoup souffert enfant quand quelque part on m'a raconté au catéchisme cette histoire terrible de la Semaine Sainte et de tout ce que le Christ a subi. Moi j'en étais malade, hein. J'en ai fait des cauchemars. Alors je comprends pas pourquoi, il paraît que c'est pour acheter nos péchés, moi je veux bien, mais pourquoi Dieu crée des choses si belles et quelque part les fait autant souffrir. Je comprends pas. C'est peut-être que par la souffrance, on voit ce qui se passe quand va le bonheur. Je voudrais juste, Laurie... Et donc, mon amour du gospel, j'ai gardé la spiritualité. Disons que j'ai le sens de la spiritualité. Nicoletta, vous tirez sur tous les fronts. C'est intéressant, parce que là, on a vu comme ça, une chanson extrêmement connue, hein, fait partie du patrimoine maintenant. Mais c'est vrai, vous abordez des gens très différents avec votre voix à vous, et c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous intéressent dans le... Tout. Mais c'est-à-dire que moi, je suis une chanteuse de variété, j'y tiens. D'ailleurs, j'avais eu cette conversation avec Léo Ferré qui me disait « On est tous des chanteurs de variété ». C'était très beau de la part de Léo de dire ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand il fait une chanson comme cet extra, c'est de la pure variété. Mais pas avec le temps, par exemple. C'est moins variété avec le temps. Un texte, c'est autre chose. Ouais. Mais je pense qu'il faut tout faire. Il faut s'essayer à tout. Il faut essayer, toujours essayer quand on est un artiste. Et j'ai toujours senti que j'étais une artiste, c'est-à-dire une espèce de personnage. C'est quoi une artiste qui était un peu. Ça veut dire quoi une artiste? Un artiste, c'est quelqu'un d'indépendant qui fait sa vie comme il l'entend, avec ses moyens de créativité. Tu sais que Ray Charles, quand même quelqu'un, disait que c'était la seule blanche qui chantait Ray Charles, qui est quand même une personnage. Il disait que c'était la seule personne blanche qui chantait comme une noire. Oui, bon, il a dit ça pour être gentil. Mais non, Nicoletta, vous êtes une grande artiste. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance, tu sais, sur mon parcours, dès le départ.
J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai attaqué un domaine vocal que les chanteuses françaises, à part Nicole Croisey, à l'époque, n'abordaient pas. Toutes les filles de mon âge, les filles de 20 ans, faisaient partie des yéyés. Et moi, je trouvais ça... Oui, parce que c'était la génération yéyé. C'était ridicule. Non, mais moi, bon. C'est des gens comme Polnareff ou comme moi, on est sortis au même moment, et Dutronc, eh ben, on a un peu tué le yéyé. Comme je le dis en passant, parce que moi j'avais une voix et j'avais le goût des jolis textes. Je n'aimais pas faire yéyé, machin, dadou, ronron, j'aimais pas ça du tout. Je trouvais ça ridicule et je voulais chanter des jolies histoires. Ça, il y avait la voix et il y a le texte. Et comme disait même Pierre Perret, il disait il faut la voix et le texte d'une chanson. Oui. Mais Philippe Pasco, vous aussi, vous tirez sur tous les fronts. On vous connaît depuis Pilleur d'État, vous avez écrit beaucoup de livres, et vous avez écrit des livres, en fait, un peu de révélation. Là, vous venez de publier 2 bouquins à la fois, mais 2 bouquins en même temps, mais c'est quoi ça? Est-ce que vous ne croyez pas que l'un peut tuer l'autre? Alors, je dis simplement... C'est ce que disent mes 2 éditeurs. Oui, c'est sûr. Alors, l'un s'appelle « Les cons, ça ose tout », moi aussi. D'ailleurs, c'est bien de prendre parti. Non, mais c'est bien. Et l'autre s'appelle « Le pouvoir du pire ». L'un est chez Christian Bonneton, et l'autre est chez Max Milo, Mad Max Milo, comme on l'appelle. Alors, en fait, il y a une chose quand même intéressante, parce que vous avez écrit beaucoup de livres, mais vous avez surgi il y a une dizaine d'années, où vous donniez les scandales et les noms. C'était quoi votre truc? C'était dévoiler, dire ce qui va pas? À l'époque, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que vous pouviez savoir combien de personnes de 18 ans ayant mal à la molaire droite sont dans les prisons françaises, mais on ne savait pas combien d'élus avaient mis les doigts dans la confiture. Il y avait un seul rapport qui avait été fait, commandé par M. Balladur, qui avait été fait à 60 exemplaires. Quand M. Balladur l'a lu, il a mis 59 exemplaires à la poubelle. J'ai récupéré le 60e, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'existait pas. Donc je me dis, pourquoi on ne référence pas les élus qui mettent les doigts dans la confiture? Et j'ai commencé à le faire en mettant les élus, allez, disons, un peu pourris ou un peu... Alors, un peu pourris qui mettent les doigts dans la confiture. Je veux dire, un élu, pour moi, ça doit être exemplaire. C'est des gens qui nous donnent la morale. C'est des gens qui se représentent, qui nous représentent. Et en fin de compte, il y en a qui sont plus pourris que le simple cheminot qui truande sur son ticket de métro. C'est inadmissible. Donc j'ai écrit et j'ai mis leur nom. Oui, c'est ça, vous avez mis leur nom. Et leur adresse. Alors combien de procès? Franchement, combien de procès? Un seul procès. Un procès parce que j'ai pas de secrétaire, on n'a pas de secrétaire dans ce genre de choses, je suis même un petit peu surveillé. Et j'ai fait une erreur. À 2h du matin, un élu qui était condamné avec plusieurs autres élus, je lui ai attribué une condamnation qui n'était pas à lui. Aïe. Diffamation. Et ça, c'est au milieu de plusieurs centaines d'élus dont vous parliez. Diffamation, et pas de bol, je suis pas tombé sur le bon élu, premier adjoint au maire de Nice, commandant de gendarmerie, Front National. Voilà, j'ai pris très cher. J'ai pris 50 000 euros. Aïe. Ah ouais, j'ai plus pris que Jean-Marie Le Pen sur le point de détail. Ah oui. C'est grave. Mais comment, le procureur a demandé mon inscription au casier judiciaire. Comment ont réagi les autres, alors les élus? Si vous voyez un petit point rouge, là, vous vous écartez. Ah oui, à ce point-là, vous avez été menacé. Non, franchement, vous avez été menacé de mort? Oui, quelquefois. Oui, quelquefois. Mais j'ai de quoi me défendre. Hein. J'ai mon petit 7,65, j'ai tout ce qu'il faut. Puis un gilet pare-balles. J'ai pas le gilet pare-balles parce que s'ils veulent tuer. Vous avez eu un garde du corps? Non, j'ai pas eu de garde du corps parce que j'ai pas les moyens. Mais c'est pas en ayant peur qu'on fait reculer les choses. Donc ils peuvent me menacer, ils peuvent, voilà, allez-y. J'ai eu mon ordinateur personnel qui a été vidé 2 fois. Voilà. Et les élus Macron veut me voir là depuis 3 ou 4 mois. Il veut vous voir? Il veut me voir. À votre avis, c'est pour le point rouge ou vous décorez? Non, c'est pour me manipuler. Et c'est surtout parce que je le traite de menteur. Oui, la caméra, c'est là. Je le traite de menteur systématiquement. Donc fais-moi un procès. Vous y allez comme ça, ouais. Non, j'ai les preuves. Vous avez les preuves? Oui, l'avantage... Vous en parlez un peu dans Le pouvoir du pire. Voilà, l'avantage de la diffamation, c'est que c'est celui qui dit qu'il doit prouver. Et moi, je peux prouver que M. Macron est un menteur. Donc, il m'a menti sur le casier judiciaire vierge. Pour la petite histoire, je vous raconte, en mars 2017, il m'envoie un émissaire pour que je lui rédige une petite note sur le casier judiciaire vierge pour les élus. Il faut savoir qu'en France, vous pouvez vous présenter à n'importe quelle élection avec un casier judiciaire chargé. Vous ne pouvez pas bosser dans la mairie si vous avez un casier judiciaire vierge, pas vierge, mais par contre, vous pouvez diriger la mairie. Donc j'ai fait une note, je l'avais fait pour Lassalle, pour Nicolas Dupont-Aignan, pour Asselineau, j'ai fait une note. Il le met dans son programme, page 27.
C'est-à-dire qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il dit, si je suis élu président, il faudra avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter à n'importe quelle élection. 2 jours avant le 2e tour, il m'envoie le même émissaire en me disant « Tu sais, Philippe, on s'excuse, mais on ne pourra pas le faire. Bayrou n'est pas d'accord. Casse-toi, menteur. » Insupportable. Aujourd'hui, et je pèse mes mots, sous le gouvernement Hollande, j'avais 30% des membres du gouvernement qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. 30%. Sous le gouvernement Macron, j'en suis à 60%. 60% des membres du gouvernement Macron ont eu affaire au fisc ou à la justice. C'est inadmissible. Aujourd'hui, être inculpé en tant qu'élu, c'est une circonstance atténuante. Moi, j'estime que ça devrait être une circonstance aggravante. Et la présomption d'innocence, enfin... Mais je suis pour la présomption d'innocence, il n'y a aucun problème. Sauf quand les procès durent 25 ans. Tibéri, 21 ans pour le procès. Balladur, plus de 20 ans pour son procès. Condamné à 2 mois avec sursis. Moi, n'importe qui d'entre nous ici, on a eu le malheur de voler une pomme. 3 mois après, on nous fait vendre notre prison, on nous fait vendre notre maison et on en met en prison. C'est inadmissible. La justice à plusieurs vitesses, elle existe maintenant en France et on doit se battre pour la supprimer. Elle a existé Elle a existé depuis longtemps. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Aujourd'hui, elle prend des proportions. C'est pas d'hier, ça. Sauf qu'aujourd'hui, elle prend des proportions complètement dingues. Alors, Najwa El Haïté, vous, au moins, vous êtes adjointe au maire de la ville d'Évry. Vous n'êtes pas une élue soupçonnée ou soupçonnable. Non, mon casier judiciaire est vierge. Mais un peu espionne quand même. Hein, ben, c'est très bien. Alors, je rappelle, vous êtes docteur en droit public, vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes adjointe au maire de la ville d'Évry, vous êtes présidente de Demain et auteur de Laïcité et République. Et parlons-en justement. Et puis ce livre remarquable, qui a eu lieu, un livre collectif, l'affaire Sarah Halimi, c'est la femme assassinée à Paris en 2017, l'invisible la rue aux couleurs. Et vous êtes parmi les personnes qui ont raconté cette espèce de crime horrible, enfin, qui ont réagi par rapport à ça. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être conseillère municipale, d'être avocate? Enfin, je veux dire, la vie publique telle qu'elle se vit aujourd'hui. Parce que ce que dit Philippe Pasco, c'est vrai, malheureusement, c'est pas nouveau, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre et les injustices et les inégalités. Mais comment vous le vivez, vous, dans votre bonne ville d'Évry? Avec beaucoup d'éthique, c'est-à-dire, vous le rappeliez, vous m'avez posé la question en me disant est-ce que votre casier judiciaire est vierge? Il l'est, mais parce que j'ai une éthique. Moi, par exemple, je suis avocate, il y a des affaires que je ne prends pas dans l'Essonne, parce que je suis élue dans une ville de l'Essonne, et donc j'évite les conflits d'intérêts. Donc c'est une éthique que j'ai, et je ne franchirai jamais la ligne rouge. Vous voyez, donc après, c'est à chaque élu d'avoir cette éthique-là. Mais vous savez, ce qui est terrible, c'est que moi, je salue le travail. D'ailleurs, on se connaît depuis quelques années, puisqu'on s'est rencontrés à Évry. Et je salue le travail de Philippe Pasco par rapport à cette transparence, par rapport au fait qu'en effet, les élus locaux, nationaux doivent être exemplaires. Mais ce qui est terrible, c'est que la prime à la casserole, ça existe également. Souvenez-vous, dans les années 90-2000, vous aviez des élus locaux qui étaient condamnés par la justice et qui étaient réélus sans difficulté. Et quand vous posez la question aux habitants, c'est « oui, mais c'est un très bon maire ». Et donc, il y a cette distinction, et on peut citer quelques exemples, n'est-ce pas, Philippe, il y a des habitants qui disent « oui, mais bon, il a été certes condamné par la justice, mais il fait très bien son travail en tant que maire de la ville ». Et donc, c'est pas pointer du doigt le travail de Philippe, mais vous voyez, c'est cette contradiction. D'un côté, on exige que les élus soient exemplaires, mais d'un autre côté, eh bien, même s'ils sont condamnés, eh bien, ils peuvent être réélus parce qu'il n'en demeure pas moins qu'en tant que premier magistrat de leur ville, ils font un très bon boulot. Sauf que quand ils sont condamnés, ils ne devraient pas pouvoir être réélus. Exactement. Et je suis désolé, Nawat, je t'adore, mais tu bosses quand même dans une mairie où il y a un maire qui est un directeur de cabinet, qui est un ancien meurtrier. Carrément. Eh ben moi, je l'ignorais. Bon, juste avant l'émission, je voudrais qu'on... Et je vais demander aussi l'avis du journaliste qui est Régis Le Sommier, qui est, entre parenthèses, directeur de la relation de la plateforme Oulzam, l'Omerta. Omerta, et on va parler effectivement des enquêtes et du métier, évidemment, de journaliste que Régis connaît plus que bien.
Mais il y a un problème, et moi je pose vraiment le problème. Et on va prendre un problème levallois, hein. Et pour ne pas le nommer... J'y pensais. Voilà, on pense, mais on peut le nommer aussi. Il y en a d'autres. Hein. Moi j'ai été très frappé, parce que, non mais on se pose la question, évidemment qu'on se dit s'il y a eu transgression, mais c'est un vrai problème, parce que j'ai discuté beaucoup, par exemple, les gens de Valois, c'est exactement ce que disaient. Ils disaient, oui d'accord, il a fait ça et ça et ça, bon... Mais franchement, le Valois, grâce à notre héros, si on peut l'appeler comme ça, eh ben, il a fait de Levallois une ville formidable. Regardez, même par rapport à Paris, c'est 10 fois mieux, plus propre, etc., etc. Et je me dis, effectivement, comment juger? Je veux dire par là, où mettre à la balance, où mettre le curseur? C'est un vrai problème. Je sais pas. Pour le Valois, je te le dis, c'est une des villes les plus endettées de France. Les plus endettés. Ouais, donc c'est facile. Ouais. Je veux dire, il faut bien savoir que quand tu es un escroc, de toute manière, tu sais pas avec ton propre argent que tu fais des choses, c'est avec l'argent des autres. Donc c'est vrai, le Valois, comme Guérini, comme plein d'autres élus, soignent leur clientèle. Soignent. Il y a une mère qui s'appelle Cécile, je sais plus comment ça s'appelle, qui achète tous les ans, au minimum, une cafetière Senseo pour tous les petits vieux de la ville. À partir de là... Voilà, celle qui a ramené des... C'est dans ma ville. Hein, elle a ramené un petit paquet de lingots d'or, elle, de mémoire. Je ne sais pas, en tout cas. Si, moi je sais. Moi je sais. Je veux dire, mais la ville est impeccable. Oui, mais il n'y a aucun problème. Vraiment, ils font très bien. Mais c'est pas une raison. Et elle est réélue. Oui, mais c'est normal. Non, mais c'est vraiment le problème. Non, mais c'est très intéressant parce que... Oui, moi, je voudrais rajouter, puisqu'on parle de Puteaux, ce qui est quand même... ou qu'on parle de Levallois, finalement, c'est pareil, même si Puteaux, lui, n'est pas endetté, Levallois l'est. Mais il y a quand même une chose qui est assez incroyable, c'est que la qualité de vie, qu'on apprécie tous quand on habite dans ces villes, est de plus en plus évidente à mesure qu'on voit Paris se détériorer à côté. Oui. C'est-à-dire, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'on va dans la capitale, évidemment, de temps en temps. On a des embouteillages effrayants. Ils sont en train de nous refaire la porte Maillot à la porte Dauphine, là. C'est-à-dire qu'on va s'en prendre pour 5 ans encore de travaux, etc., etc. Alors, il y a des améliorations, il y a le Grand Paris, il y a les Jeux Olympiques, etc. Mais l'histoire des poubelles, par exemple, c'est criant. C'est-à-dire que vous avez des mairies, alors certes condamnées, certes sous les feux de la justice, etc., dont les maires ne sont pas irréprochables, mais dans lesquelles il n'y a pas un papier par terre, et en plus dans lesquelles il y a une certaine mixité. Il y a une certaine mixité en plus dans ces villes-là. Ouais. Donc c'est-à-dire que, bon, voilà. Et il y a une vraie vie culturelle, enfin, je veux dire, c'est très le théâtre des Hauts-de-Seine. Comment plutôt ces gens-là qui sont des escrocs et des truands soient réélus s'ils ne soignent pas leur clientèle? Donc ils soignent leur clientèle. Oui, mais ce que dit André est totalement vrai, il faut trouver le curseur. Quand est-ce qui est condamnable dans ce cas-là? C'est les empêcher de se présenter aux élections. Le vrai problème, je le dis avec le pessimisme, est-ce que je préfère, moi, habitant, est-ce que je préfère, je ne dis pas le grand pourri, etc., est-ce que je préfère quelqu'un qui n'a pas été très, très, très net, mais qui fait que ma ville et mon quotidien, eh ben, ça se passe plutôt bien. Et je sais que, c'est pas, on ne va pas donner des leçons d'immoralité, mais à quelqu'un qui est peut-être absolument irréprochable, mais qui est d'une médiocrité et d'une incompétence totale. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux juste les deux. Oui. Je veux quelqu'un d'intègre et de compétent. Et on peut aujourd'hui le faire. C'est trop facile de mettre l'un en face de l'autre. Oui, il est truand, mais en fin de compte, ma ville est belle. Non. Non. Oui. Alors, parce que là, on peut aller très très loin. Moi, je connais des maires qui sont des toucheurs. Je dis bien des toucheurs. Hein. C'est-à-dire que le mec grave, j'ai un maire, par exemple, il avait installé la photocopieuse juste à la sortie de son bureau avec 56 cm de large pour que quand une nana faisait une photocopie, il puisse passer derrière et se frotter à la nana. Il avait un bureau dans ses bureaux, il faisait rentrer les nanas dans son bureau, les secrétaires. Hein. Il avait toujours les bureaux ouverts et quand la nanette se baissait, comme par hasard, il prenait la main, il la mettait dans sa braguette. Ah. J'ai un mec qui couchait à l'hôtel régulièrement et quand il ouvrait la porte de l'hôtel en ayant convoqué ses administrés, il était nu en chaussettes. Okay. Ouais, ce mec-là, c'était un bon maire. Et c'était un bon maire. On est dans les Sons, je crois que vous aviez un réflexologue. Exactement, d'ailleurs, il a été condamné. Sous les pieds. Là aussi, je peux en parler parce que je connais bien l'affaire Tron aussi. C'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui en ont profité du système. Et Tron a été réélu régulièrement parce que ces gens-là font du clientélisme. Où on met le curseur? Parce qu'un mec tripoteur, après tout, si c'est un bon maire, c'est pas grave. Ouais. Et ben moi je dis oui, c'est grave. Parce que ces gens-là doivent être exemplaires. Sans tomber dans le Robespierre, dans ta chose, c'est pas non plus... Oui, sans tomber par l'Inquisition, Fouquier, Tainville et compagnie. Moi, par exemple, on a déposé une loi qui a été votée à l'unanimité le 1er mars 2017, qui en ce moment est en train de dormir au Sénat,
que Macron n'a jamais voulu sortir et qu'aucun groupe politique, parce que là, la loi n'est pas votée ni promulguée. Elle est votée en première lecture. Elle est au Sénat. Ouais. On doit la sortir d'un machin et revenir en deuxième. Aucun parti politique ne veut la sortir. Dans cette loi-là qu'on a rédigée, et que j'ai rédigée en partie avec des élus, qu'on a fait voir au Conseil constitutionnel, il ne s'agit pas du petit délit. On parle de corruption, de cossusion, d'attouchement, de vol, etc. C'est là, c'est ces condamnations-là qui font qu'un mec ne devrait pas pouvoir se représenter. Parce que toi, si jamais tu voles une voiture dans ton boulot, t'es viré. Bah, c'est clair. Si un comptable... Ou t'es condamné pour harcèlement sexuel. Voilà, si un comptable vole dans la comptabilité, non seulement il est condamné, mais il n'a plus le droit de bosser dans un boulot de comptabilité. Si je viole une nana, j'ai plus le droit de bosser dans des endroits où il y a des nanas. Un élu... Pas de problème, il peut être condamné, il continue à être directeur de colonie, il continue à faire des mariages. Enfin, de moins en moins, quand même, avec maintenant. Hein, Alors, de moins en moins, c'est pas vrai, parce que les procès sont de plus en plus... Et maintenant, il y a plein d'astuces qu'ont mis en place M. Macron, entre guillemets, entre autres, qui fait que les gens sont à peine condamnés. À peine. À faute avouée, à demi pardonnée. Et alors, je ne soulignerai pas, non, mais enfin, ça, effectivement, il faut voir. Je ne soulignerai pas, parce qu'on n'est pas ici dans le cynisme, hein, Omerta, mais je ne soulignerai pas de dire que un représentant du peuple, à la fois sublimement compétent et d'une intégrité totale, c'est comme les poissons volants, disait Audiard. Il disait ce n'est pas la majorité de l'espèce. On est d'accord. Hélas, hélas, hélas. Mais tous les élus ne sont pas pourris. Non, mais bien sûr. Non, mais heureusement, faut pas et tous les pourris ne sont pas élus. Ouais. C'est une bonne chose. Mais il y en a de plus en plus. Hein. Mais, alors, Régis Le Sommier, on parlait justement de votre bonne ville de Puteaux, mais on va parler aussi de ce que vous faites d'ailleurs depuis 25 ans ou 30 ans. Vous êtes grand reporter, vous avez été pendant 25 ans à Paris Match, et puis vous avez travaillé au Figaro et un peu partout à la télévision, et puis vous dirigez maintenant la rédaction de Omerta, et puis vous avez sorti ce livre « Jusqu'au dernier Ukrainien ». Qui est un livre que j'ai lu et que je l'avais reçu d'ailleurs pour ça à Sud. Et au fond, on voit très 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 bien là aujourd'hui qu'on a l'impression vraiment que là aussi c'est très très significatif du manichéisme. Il faut choisir son camp. On ne peut pas supporter ou vous êtes pro-russe, ou vous êtes pro-ukrainien, ou vous considérez que Poutine est Hitler et donc Zelensky est Churchill, etc., etc. Vous êtes allé sur le terrain, on voit beaucoup de gens, hélas, à la télévision, et surtout dans les chaînes en continu, où, je ne dirais pas tous, ce serait faux, mais beaucoup de gens parlent de l'Ukraine, de Russie, sans avoir jamais mis les pieds, ou alors depuis 20 ans, etc. Et vous, justement, dans votre livre, vous faites la part des choses et vous montrez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bah, moi, je suis surpris, oui, cette guerre, ce livre m'attriste, en fait. Je suis triste d'avoir écrit ce livre. D'abord parce que ce titre, Jusqu'au dernier Ukrainien, qui est au départ une citation d'un sénateur américain qui s'appelle Lindsey Graham, qui a dit début de l'année, en janvier, avec l'argent et avec les armes américaines, ils combattront jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, donc le cadre est posé. On fait la guerre par procuration. Voilà, après on va peut-être pas explorer toutes les ramifications de ce conflit extrêmement complexe. Mais pourquoi il m'attriste ? Parce que je vois que la situation est en train de pourrir sur place. J'y étais en janvier, donc le dernier chapitre correspond au front nord de Bakhmout, cette ville, espèce de fantôme de ville sur laquelle des centaines de types tous les jours meurent, pour laquelle des centaines de types des deux côtés tous les meurent. Jours, hein. Il y a tous les jours. C'est effrayant, et on voit, la semaine dernière, c'était des Russes qui décapitaient un Ukrainien. Là, j'ai vu aujourd'hui une vidéo d'Ukrainien. Il y a un soldat blessé dans une tranchée, un soldat russe. Ils prennent la tranchée, lui tirent dessus, puis lui balancent une grenade après. Du coup, les types de Wagner qui ont décidé de ne plus faire de prisonniers. Pas de quartier, on tue tout le monde. Ouais. Et on voit cette espèce de situation qui est en train de guerre monstrueuse qui est en train de se développer. Là, je voyais que Robert Badinter, je crois que c'est en couverture de l'Express, disait qu'on connaissait ce que ce genre de guerre faisait. En fait, qu'on avait oublié. On avait oublié que ce genre de guerre... Surtout que ça se passe en Europe. Surtout que ça se passe en Europe. Voilà. Et puis surtout que c'est une guerre conventionnelle. C'est-à-dire c'est une guerre d'attrition. C'est-à-dire qu'on essaye
tous les moyens sont bons pour diminuer l'ennemi de part et d'autre, mais surtout une guerre conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un front. Les guerres auxquelles on s'est habitué dans les 20 dernières années, c'était des guerres asymétriques, où il y avait une guérilla en Irak, par exemple, on occupe l'Irak, les Américains occupent l'Irak, il y a une guérilla en Afghanistan, ensuite il y a une guérilla, donc c'est un rapport du faible au fort, si vous voulez, avec des embuscades, des bombes sous les routes. Vous savez que le Vietnam, à l'époque. Le Vietnam, et alors pour l'Irak, c'est encore plus significatif. Je crois que 2/3 des soldats américains, des quelques 5000 soldats américains qui sont morts en Irak, n'ont jamais vu l'ennemi. Ils sont morts simplement en sautant. Explosion, attentat. Voilà. Donc on était habitué à ce type de guerre où, quelque part, moi j'ai beaucoup passé de temps avec l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. En général, quand il y avait une offensive, des tirs, on avançait dans des villages talibans au sud de l'Afghanistan. On était, nous, journalistes, on pouvait nous arriver des choses, on pouvait être blessés. J'ai des confrères qui ont été blessés ou tués dans ces guerres-là. Mais en général, on était avec la force qui allait gagner à la fin. Vous savez, c'est un peu comme dans les films. Là, vous êtes dans des situations Bakhmout. Moi, j'ai décrit ça comme Verdun avec les drones, hein, c'est-à-dire Verdun et les drones en plus. Bakhmout qui est encore en pleine guerre. Complet. Là, oui, on parle, ça continue. Là, on est dans des situations absolument dantesques où chaque seconde, chaque fraction de seconde, on risque sa vie. C'est l'apocalypse, c'est quelque chose d'inimaginable. Et par rapport à toute notre petite préoccupation, c'est que moi, je me disais souvent, quand je reviens de pays compliqués, quand j'arrive en France, je me dis, on vit bien en France, là, je me le dis encore plus. Quand je reviens d'Ukraine, je me dis, ce pays est en train de partir en lambeaux. Je me dis, en France, on est quand même très, très bien, quoi. Voilà. Donc, par rapport à un petit... Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu. Vous revenez là, à Omerta, vous venez on est en train de diffuser cela. Vous avez fait un reportage en Afghanistan. Oui. Après, alors, en Afghanistan, c'est encore différent. Aujourd'hui, vous étiez là. En Afghanistan, oui. C'est après que les Américains soient partis sans laisser d'adresse, comme on dit. J'ai fait les deux. J'ai fait avant, après. Vous avez fait le 10e reportage que je fais. Alors, je voudrais justement qu'on regarde un peu quelques extraits de ce reportage, ou en tout cas l'introduction de ce reportage que vous avez fait en Afghanistan, et qu'on en parle, et qu'on revienne après à ces questions de vie et de mort, parce qu'effectivement, à des moments, c'est ça le choix, et c'est quand on a le choix d'ailleurs. Laurie, si on peut regarder. Le 15 août 2021, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan, après en avoir été chassés 20 ans plus tôt par les Américains. À la veille de ce retour, je les avais suivis dans leur reconquête de Kaboul. Ils m'avaient autorisé à les rencontrer dans leur fief, au cœur de la campagne afghane. Cette fois-ci, je retourne avec émotion et appréhension dans cet Afghanistan des talibans. Dans quel état est le pays? Sont-ils parvenus à le contrôler, à l'administrer? Comment les talibans luttent-ils contre Daesh, leur nouvel ennemi? Que sont devenus les milliers de drogués qui jonchaient autrefois le centre-ville de Kaboul? Et les femmes, où en sont-elles? Quelle est leur place dans cette nouvelle société? Pour Omerta, nous avons réalisé une immersion exclusive auprès des talibans, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Alors justement, Régis Le Sommier, là-dedans vous dites quelque chose qui nous étonne, vous dites talibans et Daesh, les adversaires. Oui. Enfin, s'il y a quelqu'un qui est pour l'islamisme radical le plus total, c'est bien Daesh, et c'est aussi les talibans. Oui, c'est... Alors comment ça se fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, les talibans sont persuadés que Daesh, c'est le petit cadeau que les Américains leur ont fait en partant. C'est-à-dire que les Américains manipuleraient derrière et financeraient des groupes de façon à déstabiliser l'émirat islamique, comme il s'appelle maintenant. En réalité, oui, en effet, philosophiquement et théologiquement, on va dire, ils sont pas il y a peu de points différents. Une différence peut-être, c'est quand même que les talibans sont des nationalistes, comme beaucoup d'Afghans. C'est-à-dire c'est des gens qui sont effectivement pour un émirat. Ils ont leur émirat maintenant en Afghanistan, mais ils ne souhaitent pas. Moi, j'ai discuté avec des chefs talibans qui nous on s'en fiche que l'Europe soit chrétienne, c'est pas l'Europe qui nous intéresse, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan doit être la terre d'Allah, c'est ici. Si vous nous respectez là, tel quel, nous, on ne fera pas d'attentat.
cela dit, c'est quand même les premiers à avoir accueilli Al-Qaïda à une époque, qui est lui-même, les camps d'entraînement et de recrutement des kamikazes du 11 septembre se situaient à Kandahar, en Afghanistan. Et donc, c'est là qu'ils ont été formés. C'est là que, voilà, même si Al-Qaïda, c'était plutôt des Arabes qui étaient venus faire le djihad là-bas. Donc, voilà, donc les talibans, se contentent d'administrer leur pays. Ils essayent de l'administrer, mais vous savez, l'Afghanistan, c'est un pays de tribus, de vallées surtout. Il faut l'entendre comme, si vous voulez, un pays charpenté par sa géographie. On ne peut pas comprendre l'Afghanistan si on ne comprend pas la géographie. C'est-à-dire c'est un pays qui est la moitié du pays, il y a des montagnes. Moi, j'étais allé à Bamiyan et je regardais un sommet un jour, et puis j'ai regardé sur une carte, je me suis aperçu que le sommet qui était juste à côté, il était plus haut que le Mont Blanc. Vous êtes dans les contreforts de l'Hindu Kush, vous êtes sur l'Hindu Kush, vous êtes dans les contreforts de l'Himalaya, donc c'est tout de suite très haut. Et ça donne une physionomie du pays et de ses habitants qui sont d'une diversité incroyable. Il y a des ethnies incroyables en Afghanistan. Et du coup, en fait un pays extrêmement complexe qui se comprend. Moi, je dis toujours, c'est peut-être les Chinois qui comprennent le mieux les Afghans. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils ont cette même notion du temps long. Ce sont les Chinois qui sont arrivés quand les talibans ont repris le pouvoir. Aussi, ils les ont soutenus, etc. Mais surtout, ils conçoivent l'Afghanistan comme un pays de voie de passage, en fait, comme un pays de passage. Alexandre le Grand aussi n'y a fait que passer, Gengis Khan aussi. Et nous, on a voulu, occidentaux, avec notre vision du territoire, on a voulu le contrôler, ce pays, et essayer de lui amener la démocratie, etc., la liberté. Ça, c'est un constat quand même sur ces 20 ans qu'il faut, je terminerai juste là-dessus, c'est que tous ces pays auxquels on a été censé à un moment apporter la démocratie, que ce soit la Somalie, la Libye, la Syrie, l'Irak, sont aujourd'hui des pays en convalescence au mieux, je vais dire, pour l'Irak, voire le trou noir pour l'Afghanistan, puisque là, on est reparti et on a redonné les clés exactement au type qu'on était venu chasser 20 ans avant. Il y a 20 ans. Ce qui est quand même incroyable. Ce qui est quand même un grand progrès. Justement, Nicoletta, vous, quand vous voyez ça, vous n'êtes pas une politique, c'est pas votre préoccupation principale, mais vous suivez ça, par exemple, à la télévision, dans les journaux. Bien sûr. Et quelle est votre réaction par rapport au traitement des femmes, par rapport à tout cela? Comment Moi, je suis terrorisée. Ouais, terrorisée. Oui, pour l'avenir. Je trouve que le monde va très mal. J'ai beaucoup voyagé, je voyage moins. Mais j'ai été en Inde, j'ai été en Afrique, j'ai fait toute l'Afrique. J'ai eu énormément de succès en Afrique grâce à Mamie Blue, qui est une chanson qui est universelle là-bas. Tous les orchestres la jouent, etc. Alors, j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest et aussi dernièrement le Kenya. Quand je vois comment l'Afrique a changé depuis 1974, je vous avais beaucoup y chanté, j'ai peur maintenant, j'y vais plus. Peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Des événements. Il y a la guerre au Soudan, il y a la guerre au Nigeria, c'est des pays qui ne sont pas tranquilles. J'aime beaucoup, le seul pays vraiment que j'ai adoré, c'est le Bénin. Je suis resté 20 ans sans y aller, j'y suis retourné il y a quelques années. Il avait un petit peu bougé, il avait un palais des congrès. Il n'est pas en sécurité absolue. C'est pas ça, ils sont dans une lande, ils sont le Niger en haut. Bon, moi, l'Afrique, j'ai appris beaucoup de choses. Je vois la Russie présente partout maintenant. La Russie et les Chinois. Et les Chinois, oui. Je m'excuse, je ne voyais pas un Chinois il y a 20 ans dans un hôtel africain. Tous les hôtels que je fréquentais, il n'y avait pas d'Asiatiques. Ils sont partout. Il y en a toujours 2-3 dans l'ascenseur. Des Russes, il y en a partout. Quand je prends l'avion de Pointe-Noire à Brazzaville, tout d'un coup, les avions sont neufs. Le pilote est entraîné par des pilotes russes. Ils sont très redevables aux Russes. J'ai appris beaucoup de choses, moi, en allant en Afrique. Bon, maintenant, je ne veux plus y aller. Mais ça m'ennuie, parce que c'est un public extraordinaire, très fidèle, qui adore Fio Maraviglia, qui adore la musique, je cite mes chansons, Il est mort le soleil, ils connaissent mes chansons, Mamie Blue, ils chantent tous. On n'a pas besoin de leur dire taper dans les mains, ils y vont eux-mêmes. Il y a du cœur dans tout ça. Ils le chantent avec vous. Et depuis que je fais du gospel, évidemment, ils sont gospel. Toute l'Afrique, dès qu'on approche de l'Afrique du Sud, on chante le gospel. C'est anglais, c'est un peu la souche, c'est les racines, le gospel. Et c'est un continent que j'adore. Mais ça bouge. Et on se rend compte que le monde va mal. Il y a beaucoup de richesses en Afrique. Elles sont mal rétribuées. Elles sont violées.
saisies, elles sont volées. Je peux employer tous les termes. Mais c'est pas normal, parce qu'il y a des élites en Afrique, il y a quand même des gens intéressants qui étudient dans les collèges de Harvard, qui étudient en Suisse, qui ont des très bonnes... Le problème, c'est qu'on ne les laisse pas retourner quelquefois. Enfin, ils ont envie de s'occuper de leur pays. Et il y a beaucoup de problèmes, je me suis fait soigner d'une infection à l'œil. Vraiment un gros chalazon par un médecin, par l'hôpital local, c'était au Bénin justement, et le monsieur avait une quarantaine d'années, il m'a reçu, m'a soigné, c'était nickel. Son studio de réception était nickel. Il y avait beaucoup de personnes parce qu'ils ont une infection donnée par un moustique. Et leurs yeux sont attaqués. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça donne une infection et il y a beaucoup de gens qui deviennent aveugles. Et ce monsieur avait fait ses études à Montpellier. Et on a discuté un peu. Il m'a guéri en 2 jours. Hein. À Paris, il m'aurait opéré. Lui m'a dit, vous soignez toutes les 3 heures, vous faites tel pansement, telle crème, tel truc. J'avais une copine qui s'occupait de moi et en 2 jours, ça a disparu. On n'a pas besoin d'ouvrir l'œil. Eh bien, les gens... Écoute, je suis entré dans cet hôpital, dans la salle d'attente, aux urgences, c'est bonjour, ils te disent bonjour. Ah ben c'est comme chez nous. Ils sont adorables. C'est totalement comme chez nous. Oui, c'est vraiment, c'est bien. Oui. Même dans l'ascenseur, on ne dit pas bonjour. Ils disent bonjour. Et moi, l'Afrique, le changement que j'ai vu opérer par ces présences étrangères, ça me fait peur. L'Ukraine, ce qui me fait peur, j'ai lu dernièrement qu'on enlevait des enfants et qu'on les emmenait en Russie pour les rendre pro-russes. Les éduquer dans la formule russe. Oui. Non. Ouais. C'est la dernière nouvelle que j'ai eue en dehors de... Je voudrais avant qu'on ne parle de ça, je voudrais quand même qu'on réécoute un tout petit peu. Ça m'a effrayé. Tu te rends compte, c'est pour petit enfant de 3 ans. Oui, mais c'est plus compliqué. Enfin, on va en parler avec Régis Le Sommier. Moi, je réagis comme un lambda. Non, mais parce que vous voyez ça à la télévision, vous voyez ça dans les... Je lis ça dans les journaux. Et revenons sur Terre, justement, avec Najwa El Haïty. Vous êtes avocate. Oui. Vous êtes donc à Évry, on parlait. Et au fond, on a parlé de l'Afghanistan, on a parlé de l'Ukraine. Malheureusement, on va continuer encore à en parler. Et là, ça ne va pas s'arrêter demain, tout ça. Mais au fond, on revient à la France. C'est vrai, quand Régis dit, Régis Le Sommier qui dit, bon, mais on rentre en France quand même, c'est pas tout à fait la même chose, et c'est clair. Et heureusement, on n'est pas dans les... Moi, j'ai beaucoup vécu la guerre du Liban et tout ce qui s'est passé là-bas, où vraiment la mort attendait à chaque carrefour. C'était pas mal aussi. Le Liban, c'était pas mal. Mais au fond, aujourd'hui, vous, et comme avocate, et comme élue, et comme citoyenne, vous vivez comment ce qui se passe dans notre cher et doux pays ? Alors moi, j'ai un tempérament plutôt positif, mais c'est vrai que je suis inquiète. Je rebondis sur ce que disait Nicoletta quand elle dit l'Afrique, le continent africain. Je suis inquiète parce que je ne reconnais pas ce continent. Moi, j'ai aussi beaucoup voyagé professionnellement sur le continent africain et je vois en effet une Chine conquérante. La Russie est aussi très présente, mais il n'y a pas que ces pays-là. Il y a aussi la Turquie qui, avec le président Erdogan, qui a aussi cette volonté conquérante, en plus avec une idéologie derrière frériste, puisque lui-même se présente comme... Frériste comme les frères musulmans. Enfin, voilà, exactement. Ça. Quand je dis les fréristes, c'est les frères musulmans. Donc il se considère comme étant la tête de pont des frères musulmans dans le monde. Est-ce qu'il veut, à votre avis, refaire un nouvel empire ottoman ? Est-ce que quelque part, il y a ça ? Moi, je pense qu'il y a cette volonté-là. Régis en parlera mieux que moi. Mais quand on voit ce qui se passe avec l'Arménie, on en a peu parlé. Heureusement que, enfin, les yeux se sont, les esprits plutôt se sont levés contre l'invasion de l'Arménie. Mais le problème, il est toujours là. Et l'Arménie, je suis désolée, c'est aussi cette volonté turque impérialiste avec l'Azerbaïdjan de conquérir l'Arménie. Et donc ça, c'est une actualité, certes, on en parle peu, mais qui est tout aussi inquiétante que ce qui se passe en Ukraine. Et quand Régis disait il y a un instant, cette guerre est complexe, mais moi je pense que c'est une guerre de civilisation en réalité. Ce sont 2 civilisations qui, derrière cette guerre en Ukraine, s'affrontent.
deux civilisations, deux idéologies, deux façons aussi de mener géopolitiquement les choses. Donc vous avez deux fronts qui s'affrontent. Donc certes, il y a le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, quand je pense à l'Ukraine, mais il n'en demeure pas moins que derrière cette guerre-là, c'est deux civilisations qui sont là et qui mènent un rapport de force. Oui, ça c'est vrai, mais est-ce que ces civilisations, ces manières de voir le monde, est-ce qu'elles se reflètent justement? Parce qu'en France aussi, là, vous savez, on a parlé de partition, on a parlé d'archipélisation, on a parlé d'un Hollande qui disait, on a parlé de libanisation aussi par rapport... les hommes politiques trouvent, je parle même pas de grands remplacements, etc. Mais restons. Est-ce que vous trouvez qu'en France, aujourd'hui, par rapport à... vous trouvez aussi qu'on est plus fractionné qu'avant, oui. Plus, je dirais, non pas en compétition, mais en rivalité ou en affrontement qu'avant. Ah non, mais je le pense, sincèrement. C'est-à-dire que, je ne vais pas raconter ma vie, mais moi, quand j'étais à l'école, à la cantine, il n'y avait pas ces revendications alimentaires, religieuses. Ça n'existait pas. Il y avait, excusez-moi, les termes sont galvaudés maintenant, mais il y avait un véritable vivre ensemble. Enfin, on avait plaisir à parler avec un enfant issu de l'Afrique, originaire de l'Afrique subsaharienne, avec une personne d'origine asiatique. Enfin, moi, je me souviens, il y avait un véritable vivre ensemble. Aujourd'hui, quand vous avez une mère de famille qui dit au président de la République, lors d'une de ses visites en banlieue parisienne, qui dit « Mais mon fils, il pense que le prénom Pierre n'existe que dans les ouvrages. » Mais c'est terrible. Oui, on n'a plus de Pierre ici où ils sont, etc. Exactement, mais c'est terrible en termes d'image. Il y a une ghettoisation. Il y a une ghettoisation de certains territoires, et je le vois dans l'Essonne, où vous avez des écoles où il n'y a plus de mixité sociale. Moi, je ne suis pas née avec une cuillère en argent. Et vous voyez, l'école, pour mes parents, l'école de la République permettait une ascension sociale. Là, aujourd'hui, les inégalités scolaires, elles sont prégnantes et accompagnées de cette ghettoisation de certains territoires où ça se reflète aussi à l'école, où vous avez des enfants d'origine étrangère qui se retrouvent qu'entre eux. Mais c'est pas la République une et indivisible, vous voyez. Et il faut rien dire. Et là, on se dit, il se passe quelque chose en France. Et donc oui, il y a une archipélisation, je ne sais pas si le terme est bon, mais je pense à Jérôme Fourquet qui le disait très justement. Ouais. Qui disait maintenant la France, il y a différentes archipels. On n'est plus dans une France, je me répète, mais une et indivisible, où vous avez des villes qui ont basculé dans le communautarisme. Oui, il faut le reconnaître, dans le communautarisme. Qui sont des territoires perdus ou conquis de la République. Chacun voit en fonction de ce qu'il est. Philippe, vous avez... Dans le trafic de stupéfiants aussi. On connaît, puisque moi j'étais aussi sur Évry, donc je confirme qu'il y a des ghettoisations flagrantes. Je confirme aussi, parce que j'ai aussi fait 5 ans en République démocratique du Congo, où je me suis occupé d'un orchestre symphonique, le seul orchestre symphonique totalement noir au monde, qui faisait du Bach, du Engel et du Mozart dans les poubelles de Kinshasa. J'ai vu en 5 ans, des Chinois arriver et prendre des petites boutiques au fin fond des poubelles de Kinshasa. Mais le pire, c'est pas que ces gens conquièrent du territoire, etc. Le pire, c'est que la France a laissé faire. C'est que l'influence culturelle, etc. Moi, j'ai vu je ne sais plus combien d'alliances françaises fermées dans les pays parce que la France laisse tomber. Parce que nos gouvernants n'ont pas fait ce qu'il fallait pour entretenir, entre guillemets, la France, le français, l'influence que vous voulez. Après, on met les méconnaires. Donc, à partir du moment où il y a un vide, les autres, ils s'engouffrent dedans. Et on laisse faire. Et c'est la même chose dans les quartiers. Moi, je suis on a laissé faire dans les quartiers. Moi, je suis foudrage. Je veux dire, je le disais toujours, et depuis bien longtemps, le racket, au démarrage dans une école, ça se fait à 50 mètres du lycée. Puis après, ça se fait à 20 mètres du lycée. Puis après, ça se fait devant la porte du lycée. Et on commence à s'en occuper quand c'est à l'intérieur du lycée. Mais c'est à 50 mètres qu'il faut s'en occuper. Et on s'en occupe pas. Et la ghettoisation, et j'ai été élu en même temps que Tawat, combien de fois j'ai hurlé, on me disait, attends, laisse faire... Pour la régulation sociale, il ne faut pas se fâcher. Moi, j'ai même vu des endroits, et je peux le dire, il y a prescription maintenant, où on a embauché des dealers de drogue, dans les bus de l'agglomération pour avoir une tranquillité sociale.
Oui, acheter la paix sociale. Mais oui. C'est ce qu'on appelait les grands frères. Et c'était génial, parce que c'est vrai qu'on avait une paix. Maintenant, les mecs, ils organisaient leur trafic à travers les stations de bus. Oh là. Et on laissait faire. Mais on avait la paix. Moi, j'ai vu des grands frères, que ce soit à Corbeil ou à Évry, être embauchés dans la mairie. Donc salariés de la mairie. Mais oui. Ouais, c'est ça. Pour être tranquille. Les mecs pouvaient organiser tranquillement leur propre trafic. Et je l'ai vu dans d'autres, pas qu'à Évry, je l'ai vu dans plein d'autres territoires. Je vais juste revenir à Régis, parce que moi, hormis le fait que je trouve que tu es un peu de droite, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, parce que lui, il va sur le terrain. Ben oui. Lui, il sait de quoi il parle. Et je dirais juste que j'apprécie fortement que tu mets un casque, alors qu'il y en a d'autres qui en parlent et qui n'en mettent pas. Nous voyons l'allusion, nous voyons l'allusion. Mais alors, juste un mot avant de redonner la parole à Régis, enfin à tous. Philippe, ça fait des livres et des livres qui se vendent très bien, et tant mieux pour vous, et tant mieux pour le lecteur. Oui. Sans faire une seule titre dans un journal de droite ou de gauche. Pourquoi ? Parce que je tape sur les mecs de gauche et je tape sur les... j'ai jamais eu un article dans Valeurs Actuelles, j'ai jamais eu un article dans Libération. Jamais. Jamais. Pas un. Je tape sur les mecs de gauche et je tape sur les mecs de droite. Parce que des pourris, il y en a à droite et il y en a à gauche. Ça... Il y en a partout. Et il n'y en a pas au centre. Si, il y en a au centre aussi. Non, mais oui, mais alors Philippe, moi, la question que je voulais vous poser, vous avez écrit encore une fois plusieurs bouquins qui sont très bien vendus, et tant mieux, et bravo. Mais au fond, est-ce qu'un livre, ça change quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Je vais te donner un exemple sur l'IRFM avec lequel on a bossé avec un monsieur qui s'appelle Le Breton. Grâce au bouquin et grâce au fait que les gens ont su, plus c'est transparent, moins tu peux le faire. On a réussi à bouger les lignes. Alors l'IRFM a changé. L'IRFM, c'était ce que recevaient les députés. L'IRFM, oui, rappelez ce que c'est. Je ne me rappelle plus. Je sais plus. C'est quoi? C'est une indemnité. C'est une indemnité qui n'était pas déclarée. Vous pouvez faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Il y a même des gens qui ont acheté des maisons avec. Il y a des gens qui ont fait plein de choses. Bien ça. Grâce au bouquin et grâce... Il faut être député, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas mieux aujourd'hui, parce qu'ils ont transformé le truc, mais aujourd'hui, un député, avec son avance sur recette, il peut quand même s'acheter une voiture. Bon, c'est vachement génial. Sur notre argent. Grâce au fait que les gens ont su, ça peut... Quand j'ai sorti Pilleurs d'État en 2015, il y a plein de choses qui ont fait que les Gilets jaunes se sont rendus compte, le peuple français se sont rendus compte des privilèges et des avantages qu'avaient les élus. Parce qu'avant, on savait... Mais on ne sait pas exactement. Quand on a sorti l'affaire, il n'y a pas longtemps, sur le fait que les députés, les ex-députés, leurs femmes et leurs enfants touchaient 18 000 € de frais d'enterrement, ça a changé les choses. Ils sont passés à 2 500. Donc plus vous savez, moins ils peuvent. Donc la transparence fait reculer les abus. Bonne chose, la transparence. Et le problème, c'est que on n'a pas réussi au Sénat. Aujourd'hui, je suis en train d'allumer monsieur le président du Sénat, monsieur... Oh, vous touchez à Gérard Larcher. Gérard Larcher. Oui, je connais bien monsieur. Parce que c'est des types qui vous font la morale, mais qui refusent de donner le montant de leur retraite. Et qui refusent de vous dire comment est calculée leur retraite. Alors que nous, ils viennent de nous la réduire. Attendez, le Sénat, on ne sait pas combien non. il... Monsieur Larcher refuse de donner comment est calculée la retraite des sénateurs. Il refuse. Et il refuse de donner le montant de sa retraite. Moi, je trouve ça inadmissible. Non, mais nous, on est obligé de tout déclarer. En France, en 2023, c'est secret défense. Quoi. Mais sauf que nous, on est tous obligés de tout déclarer. Si tu ne déclares pas 20 centimes, tu te fais allumer. Aujourd'hui, avec le croisement des fichiers, etc., ils savent tout. Tu peux plus tricher. Va essayer. Il n'y a plus la redevance télé, mais il y a encore quelques années, tu pouvais même plus truander sur la redevance télé. Ils croisaient ça avec ton fichier d'allocation familiale. Je le sais, parce que moi, je me suis fait gauler. Donc, 6 gosses. 6 gosses, comment tu veux que je dise que j'ai pas de télé? Mais pour nous, ils peuvent croiser, mais pour eux, ils peuvent pas. Vous avez vu qu'il faut déclarer maintenant, dans sa maison, mais c'est le nombre de pièces, et combien elle mesure, etc. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il faut le faire avant le 13 juin. Et je peux vous assurer que ça va nous coûter très très cher. Incroyable. Et sans compter les normes énergétiques, les écologiques et compagnie. etc. Mais le fait qu'on va plus pouvoir se servir des voitures en critère 3 à partir de 2024 dans Paris. La Courneuve, je l'ai mis dans mes livres, à la Courneuve, 1 habitant sur 2 a une voiture en critère 3. Diesel, Ces gens-là n'ont pas les moyens de se racheter une voiture. Comment on va faire? Comment, ils n'ont pas 20 000 € pour s'acheter une voiture électrique? Non, mais ils sont sympas au gouvernement. Ils ont reculé ça à 2025.
Vous vouliez réagir? Non, je voulais réagir par rapport à des... Quand vous parliez de... C'est Évry, votre ville, c'est ça? Évry. Et des symptômes de ghettoisation et de cette transformation de la France à laquelle on assiste. Moi, je la vois, ça fait 20 ans que je fais du reportage. Alors, j'ai pas fait que du reportage de guerre, mais je suis allé dans pas mal de pays. Et ce que je vois, c'est quand je dis toujours, oui, il y a toujours de l'espoir, parce que en France, on n'est pas si mal que ça. Mais je vois petit à petit aussi des éléments ou de tiers-mondisation, ou de choses qui appartiennent à... Il y a eu paupérisation, on peut dire aussi. De paupérisation, et même, vous savez, quand il y a eu l'attentat Charlie Hebdo, ouais, 2015. En 2015. Nous, moi, à l'époque, j'étais à la rédaction de Paris Match, et il s'avère qu'on avait notre conférence de rédaction au même moment que la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Et on apprend, en regardant nos BlackBerry à l'époque, maintenant ça a changé, on est passé à l'iPhone ou au smartphone, mais on apprend que voilà, les journalistes de Charlie Hebdo ont été abattus à la Kalachnikov autour d'une table, et on s'est tous regardés comme ça. Et là, moi, ça a été un choc, parce que j'ai perdu des copains dans des conflits, etc., des gens qui ont été tués à l'arme légère ou à l'arme lourde, mais ça se passait toujours très loin. Et là, je me dis, ça y est, la guerre, elle arrive ici. En fait, elle était symptomatique, c'était le djihad. Bon, après, il y a eu le Bataclan, des choses auxquelles des pays, malheureusement, comme la Syrie, que je fréquente, sont habitués. L'Afghanistan, c'est un pays qui a vécu pendant plusieurs années avec un Bataclan toutes les semaines. Si vous voulez, en termes de proportion, il faut voir ça aussi. C'est que ces peuples sont habitués à vivre sur plusieurs générations dans une violence effrayante. Les talibans, là-bas, moi, quand je les ai décrits, ils sont très jeunes, les combattants talibans, souvent, et ils exhibent leurs armes. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ils exhibent leurs armes, ils sont nés avec leurs armes, et c'est exactement comme les nôtres avec les baskets. Vous savez, avec les Air Jordan et compagnie, qui, voilà, ils ont leur nouvelle... Là, eux, ils ont une espèce de tunique, et les talibans sont assez étonnants pour une guérilla, c'est qu'ils sont... Il n'y a pas d'uniforme, en fait. Il y a un style, mais il n'y a pas d'uniforme. Et ils sont extrêmement colorés. À Évry et tout ça, enfin, pas à Évry, mais... Il y a pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est des importations de choses que je vois en Afrique, de tribalisation, ça, il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, quand le modèle d'assimilation ne fonctionne plus, ou en tout cas, il est imparfait, ou il connaît des ratés, parce que Najwa parlait de ses parents. Moi, j'ai eu un père qui a commencé par garder les cochons dans les champs en Bretagne, et qui, grâce au Prytanée militaire de la Flèche, a embarqué à une carrière militaire, et donc l'ascenseur républicain, ce fameux ascenseur où vous pouviez être... qui marchait et qui pouvait vous amener très loin, puisqu'il a fini commandant en seconde un sous-marin nucléaire. Donc, voilà. Donc, quand vous avez ça, et que vous voyez que tout ça est en train de se casser, et que vous regardez ce qui se passe ailleurs, et toutes ces tentatives, en effet, tout ce délitement du monde auquel on est en train d'assister depuis, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années. Avant, il y avait les deux grandes puissances, il y avait la Russie, les États-Unis, ensuite on a cru que les États-Unis... Et aujourd'hui, on assiste à une recomposition du monde incroyable. Et c'est d'un chaos incroyable. Et notre France, là-dedans, eh bien, elle est en déliquescence. Elle vogue, elle tangue. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, je vais vous dire. Et on la sent mal armée. Oui, mais il y a quand même une musique française. Et j'aimerais quand même que vous n'oubliez pas quelle est la musique française. Elle est là. La musique française, la voilà. Il y a quand même quelque chose qui nous accompagne. Joue-nous une musique parisienne, Jean-Luc. Allez, vas-y, fais-nous Paris, fais-nous tout ça, là, qu'on sorte un peu de... Paris en fête. Oui, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. Tu veux pas chanter avec moi? Là. Nicoletta, viens. Je veux que tu me chantes quelque chose, comme ça. Ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux. C'est pas ton pianiste, mais t'accompagnera très bien. Viens. Ah oui, je vais te faire. Ça va être sympathique. J'ai mon truc. Attends. Voilà.
Comme tu aimes les volets clos, on va faire les... On va faire... Oh, je vais te faire une chanson. En direct du bar de l'Omerta. Avec comme spectateur. Tu veux chanter Mamie Blue avec moi? Tu veux Maman Bleue? Ah oui, on va faire Maman Bleue et on vous demande de chanter à Maman Bleue. Attention, Alors, 1, 2, 3. Avec Jean-Christophe, avec la Henri reine mineur. de la vidéo. Oui, c'est en ré mineur. Magnifique, j'adore. En ré mineur. 3. Avec Jean-Christophe, avec vous à tout le monde. Allez, en chœur. Attention, bientôt, c'était une maman 3. qui a découvert Twitter, l'oiseau bleu. Et c'est pour ça que ça s'appelle Maman Bleue. Et c'est Nicole qui va le chanter. Oh mamie, oh mamie, mamie blue. Oh, c'est où? Attends. J'adore cette chanson. Oh mamie, mamie blues. Oh mamie blues. Allez, tout le monde. Oh mamie, Chante un peu. oh mamie, mamie blues, oh mamie blues, Mamie, oh mamie, oh mamie, mamie blues, oh mamie blues, oh mamie, oh mamie, mamie blues, oh mamie blues. Je suis parti un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Blue, dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère. Blue, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, oh mamie, mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère. Blue, tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Blue, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, mamie, mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. La meilleure femme. Tu me fais rire. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu. Blue, je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais. Blue, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, oh mamie, mamie, oh mamie, oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, mamie, 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 oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie, mamie, mamie blue. Merci, on a fait ce qu'on a pu. Ouais, bravo. Ah, Nicoletta, Jean-Luc, formidable. Ah, sans Vraiment. répétition quand même. Et oui, il fallait, parce que là, on était en train d'entrer dans une espèce de, je comprends, de morosité actuelle. On disait, ça y est, archipélisé. T'as bien chanté. Hein? T'as bien chanté. Non, tu rigoles. J'ai accompagné, mais c'était... Ce qui serait sympa, c'est que Nicoletta raconte ce qu'on l'a raconté hors antenne tout à l'heure. Oui. Ce qu'elle faisait de sympathique avec Alain Delon quand elle partait en tournée et qu'elle lui donnait les clés de son appartement.
Ah oui? Ah oui. Oh, dis donc. Oui, alors j'ai raconté ça à un journaliste qui faisait un article sur les années 70. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a rigolé? Moi, j'avais un copain, c'était Alain Delon. Il était très sympa. On faisait les restaurants la nuit. C'était les grèves. C'était 68. Et il me dit, oh, bah, écoute, tiens, il est bien ton appart, laisse-moi les clés. Tu pars en tournée. Comme ça, il me fout la paix. Je me réfugie chez toi, je suis tranquille. Moi, naïf, je lui donne. Et la concierge me dit quelques temps plus tard, oh, là, on a vu M. Delon plusieurs fois. Elle était bien, la blonde qui l'accompagnait, hein, et la rousse aussi. Hein. Ils se marraient. Ah bon, très bien. Et puis, je raconte ça au journaliste, il le met, c'était dans Schnock, tu connais? Ah oui, Schnock, bien sûr, la revue est alors, merveilleuse. On peut permettre de parler comme ça. Et je tombe sur lui à l'inauguration d'un grand roue de Campion, il était avec Bébel. Ouais. Il se retourne, il me voit, il me dit, ah ben dis donc, t'es là, toi, ben, encore heureux, t'as dit que j'étais un tombeur. Ça, c'est Alain. Oui, c'est superbe, ça. C'est vrai que Delon, c'est... Je l'embrasse, on ne sait jamais s'il nous regarde. Oui, oui, bah, à mon avis, on regarde Omerta, c'est clair. Oui, on l'embrasse. Embrassez-le tous. On l'embrasse. Surtout les femmes. C'est le plus beau, il a été très beau. Il n'y a pas plus beau. C'était le plus bel homme du monde. Ah Brad Pitt. Brad Pitt est pas bon. On avait quand même Brigitte Bardot, Alain Delon, le plus bel homme et la plus belle femme du monde. D'ailleurs, il est là sur les murs du bar, du dernier verre. Mais c'est parce que ça a été aussi un acteur. J'ai revu Monsieur Klein. Oh, il était formidable. Il était merveilleux. Et plein soleil, la piscine. Plein soleil, moi, c'est... Ah oui, Romy Schneider. C'était l'apogée, tous les deux. Vraiment formidable. C'est vrai que c'est... Non, mais je veux dire... Il est irremplaçable. Il n'y a pas un gosse qui a fait autant de papiliter les jeunes filles à l'époque, quand il avait 20 ans, 30 ans, toutes les femmes. En Amérique du Sud, où je suis allé, au Chili, au Brésil, il n'y a pas une chambre de bonne ou une chambre de jeune fille qui avait la photo d'Alain. Mais j'assure, il était adoré. Au Japon, je prends un escalator dans un grand magasin Seibu. Delon partout. 4 mètres sur 4 mètres. En fait, il y avait Delon et Bardot qui avaient ce statut. C'était vraiment le fait c'était mondial. D'hommes et femmes universelles françaises, en fait. Oui, absolument. Et très français. Ah oui. C'est ça qui est intéressant. Les deux sont restés très enracinés. Mais en Afrique aussi. Ils n'ont jamais essayé de faire de carrière vraiment à l'étranger. Enfin, vraiment, il y en a plein de chanteurs et autres qui ont voulu tenter l'aventure américaine, mais eux, pas vraiment, en fait. Ça restait énorme. Et d'ailleurs, les seuls Américains, les chanteurs français, c'est les gens qui étaient très français, quand ils Montand, Piaf, Montand, Trenet, en 38. Trenet, c'est incroyable. Ne serait-ce que cet acteur, Maurice Chevalier, il a été merveilleux. Il a tourné avec grande star américaine. Alors, le rigolo, quand même, je vais raconter un truc. Moi, j'ai fait un livre, tu sais, j'ai fait un tour du monde des hôtels mythiques. D'accord. C'est les grands hôtels, il y a 25 ans. C'est vrai que c'est sympathique à faire. Donc, pendant 1 an et demi, je m'étais baladé à travers le monde, mais vraiment dans les 70 villes. Parce que les hôtels mythiques, c'est là où tout se passe. Tu sais. Et un jour, j'étais au Copacabana de Rio de Janeiro, et j'ai dit, mais j'aimerais bien voir, il y a encore des concierges. Et il y avait un concierge extraordinaire qui avait 90 ans, qui était à la retraite, mais il est venu me raconter. Et justement, tu parlais de Piaf. Et ils avaient un théâtre au Copacabana, ils l'ont toujours. Et le propriétaire dit, écoutez, j'ai appris que Piaf était à New York, au Versailles, elle chante au Versailles. On aimerait tellement la voir à Rio, on adore Piaf et tout ça. Et il l'envoie donc à New York pour demander à Piaf. Elle raconte, il y avait son mari Jacques Pils, me dit le concierge, et son amant qui était le contrebassiste. Donc elle lui dit, voilà, oui, tout ça en bonne intelligence, et il dit, Madame Pierre, vous serez tellement ravie de vous accueillir une semaine, que vos conditions seront les nôtres, et voilà, vous savez, c'est Copacabana. Alors, elle se retourne, pas vers son mari, mais son amant, chérie, ça te plairait une semaine à la plage. Alors, il dit oui. Et alors, elle dit, bon, on va s'organiser quand? Et à ce moment-là, le type me raconte, il dit, alors Charles, prépare les choses, achetez les trucs et tout ça. Et Charles, c'était Charles Aznavour. Qui était l'homme à tout faire de Piaf à l'époque. Il a commencé comme ça. C'est elle qui leur a fait faire le nez. Il avait le nez arménien avant. Oui, il refait faire arménien. Oui, enfin, c'est drôle, tu sais. C'est une histoire absolument magnifique. Ouais. Et on pourra en parler. Il y a plein d'hommes qui ont été lancés grâce à Piaf. C'est vrai. Moi, j'en ai rencontré un, comment il s'appelait, un coureur cycliste. Ouais. Il avait un restaurant à Paris qui s'appelait le Napoléon Chex. Il était merveilleux. André Pousse. Merveilleux André Pousse. J'étais dîné là-bas un soir. Attends. Et il nous a raconté des trucs avec Edith Piaf aussi, où je dis, putain... Mais Edith Constantine, Yves Montand, tous, elle les a... Moi, j'ai connu son dernier mari. Comment il s'appelait, l'œil au monocle? Théo Sarapo.
Je prenais des petits déjeuners un le matin. acteur français qui avait un monocle. Paul Meurice. Paul Meurice. Lui aussi était amant d'Edith Piaf. C'est une croqueuse d'homme, Edith hein. Piaf, elle a lancé les 7 compagnons de la chanson. Pas tous. Hein, Je sais pas si elle les a tous connus. Elle était qu'avec un seul. Hein. Je ne sais pas. Non, elle était amoureuse du chanteur, du soliste. Ah oui, du soliste, oui, c'est vrai. Mais j'ai connu son dernier mari, Théo. Un an après qu'elle soit morte, j'arrivais à Paris et avec le Hervé Villard, qui est mon copain, on finissait le matin, après que j'ai travaillé, on finissait dans le salon de Piaf, qui était mort depuis un an. Il n'y avait pas un meuble, l'État lui avait tout pris, il y avait que le Piaf. Théo est le seul qui a eu les dettes. Et je prenais les casseroles et les tasses de Didi. J'étais très ému, je ne l'ai jamais vu sur scène. J'ai loupé ça. Et Théo était un garçon délicieux. Elle chantait avec lui. À quoi ça sert l'amour? Et c'était un garçon délicieux. Et sa sœur, que j'ai connue à l'âge de 20 ans, à l'époque, il vivait avec eux, m'a appelé via la SACEM pour que je vienne assister à la messe de commémoration des 100 ans de la Piaf. J'étais très ému. C'était l'Église orthodoxe, parce qu'elle avait pris la religion orthodoxe pour l'épouser. Pour l'épouser, oui. Et je crois que c'est l'homme qui l'a le plus vraiment véritablement aimé, il l'adorait, il avait une fascination pour cette femme, et surtout, il a payé toutes ces dettes, 350 millions pour l'État. Il a tout payé, il a chanté pendant 7 ans. Et il donnait son argent à l'État. C'est le seul qui a été d'une grande générosité. Je n'ai jamais voulu aller voir le film qu'on a fait sur Piaf, avec Marion Cotillard. Non, parce qu'on ne parle pas de lui. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a aucun moment. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté de voir. Oh là, j'y suis allée. C'est pas un mauvais film. C'est pas bien. Il a été très honnête avec elle. Il était fasciné par cette femme. En gros, c'est le seul qui n'en a pas profité. Pardon? En gros, c'est le seul qui n'en a pas profité. Il n'en a pas profité. Il a chanté avec elle, bien sûr, ça l'a lancé un petit peu. Oui, mais enfin après, il a adoré, il l'admirait. Piaf, si tu chantais pas avec elle, si de toute manière, ça allait pas. De toute manière, elle ne pouvait que, quand elle prenait un mec, c'était pour le lancer. Oui, c'est formidable, ça. Il n'y a pas photo, c'est comme ça, Piaf. Donc, mais elle avait cette puissance. Parce que maintenant, c'est autre chose. Tu veux t'occuper d'un copain et le lancer, c'est pas évident. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait certains de ses contrats. Ah, aujourd'hui, tu prends TikTok, quoi, ou Instagram. C'est terrible. Et tu essayes. Et tu fais des reels. Aujourd'hui, tu deviens vedette en 30 secondes et tu es dans l'oubli 40 secondes après. Oui, c'est la société du zapping, hélas. C'est la société Kleenex. On prend, on se mouche et on jette. Mais tu vois ce qui est bien, tu vois pourquoi on aime les conversations de bar et les vraies conversations, parce qu'on part avec l'Ukraine, on part, et puis on revient, et je vais vous dire ce que j'aime, et chez vous quatre, c'est pas pour eux, c'est que vous êtes plein de vie. VIE, vous êtes plein de vie, ça veut dire que, au fond, et c'est ça qu'on a, c'est qu'on peut parler des choses les plus graves et on en parle et on les vit, etc. Et puis en même temps, on peut rire. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est tellement important d'avoir que ça, quoi. Je veux dire. Et c'est le type qui a très bien illustré ça, c'est Woody Allen quand il a dit « Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Et qui fait la vaisselle ce soir ?» Tu vois, c'est ce qu'on appelle la métaphysique de Woody Allen. Il revient à la priorité du quotidien. Il faut toujours faire les choses sérieusement, mais sans être... Sans se prendre au sérieux. Moi, quand j'étais conseiller régional, j'ai été un peu spécial parce que je venais jamais en costume et j'allais toujours au conseil. Alors j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage quand même. Hein. Je gérais 800 millions d'euros par an, 176 CFA. C'était où à l'Île-de-France avec Jean-Paul Huchon. J'arrivais avec une mallette Castorama. À la région. Tu sais, les grandes mallettes en plastique où tu mettais, etc. Souvent, on m'envoyait changer les ampoules. Alors j'étais le président. J'adorais. Je sortais, puis je revenais, puis je disais, vous savez, je suis le président de la commission. D'un seul coup, les gens qui se mettaient à tutoyer, se mettaient à vous voyer. Je dis, mais c'est pas pour ça que je suis passé. Parce qu'il arrivait avec son Castorama. Oui, mon Castorama, j'avais ma mallette Castorama. J'adorais faire ça. Heureusement que c'était pas une autre mallette. Avec parce que regarde, oui, on se on aurait cru conseiller régional, la mallette. Il y a même eu des valises à un certain moment. Tu nous as fait peur, là. On m'a proposé de l'argent. Philippe. On m'a proposé 3 fois des comptes en banque à 6 chiffres, etc. Je les ai pas refusés. J'ai juste demandé à ce qu'on les mette dans le contrat. J'ai jamais revu les mecs. J'ai jamais revu. Et Najwa, vous avez transporté des valises aussi, je parle en tout bien. Non, pour voyager, ça c'est sûr, mais... mais pas autrement. Jamais en tant qu'élu, non. En tant qu'élu, non, absolument. Mais il y en a plus qu'on croit. Il y a encore des valises comme à l'époque Non, moins. Non, enfin, non. Et tout trop, parce que maintenant, ça s'appelle des virements. Enfin, maintenant, il y a quand même Tracfin. Tracfin, tu veux que je t'en parle ?
Bon. Ça y est, là, on fera une autre émission sur Tracfin. Okay. Non, mais juste pour terminer là-dessus, quand même, à Bruxelles, vous avez vu tous ces députés européens avec les valises pleines de pour l'histoire du Qatar. L'histoire du Qatar. Le Qatargate des députés européens. C'est effrayant. Il n'y a pas que ça. Il y a 3 ans, on a dénoncé un scandale avec des élus de députés européens on a filmé, qui ont touché 100 000 € dans une chambre. 100 000 €. Ouais, c'est pas mal. On a fermé la porte à clé et ne parlons pas de ça. Vous avez vu Ursula et les contrats avec Bourla. Oui. 100 000 €. Oui, c'est vrai. Pour un vote. C'est un truc de fou. D'ailleurs, Nicole, si on te propose une chanson sur Ursula et Bourla, pardon, une chanson sur Ursula, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a fait des SMS. Oui, je sais qu'elle a touché des sous. Une amie d'André. Oui. Et si je te faisais une chanson qui s'appellerait Bourla Ursula. Mais ça va pas. Non, ça je fais pas de chansons engagées. Je fais des chansons tranquilles, sur l'amitié, sur les choses de la vie. D'ailleurs, les artistes qui se sont engagés, ça n'a pas été très positif pour eux. Enfin, je veux dire, des artistes qui ont fait des choix politiques. Ouais, moi, je me suis toujours un peu... Ils se sont brûlés les ailes. Non, je parlais des artistes qui ont fait des choix politiques en soutenant tel ou tel candidat. Ils se sont brûlés les ailes. Moi, je fais attention. Oui, puis enfin, c'est pas le même métier. Et, puis et ceux qui prennent des positions souvent, c'est attention, ça me coûte rien. Moi, ça veut pas des de la République. Oui, ou sur des causes perdues au loin du monde, les Ouïghours. Monsieur Candiotti, comme ça. Pardon, je vous interromps dans vos ablutions. Je t'en prie. Que se passe-t-il? On va demander à Monsieur Candiotti, notre grand pianiste, qui est vraiment, dont je suis très heureux. Il est là avec moi au bar de l'Omerta, au dernier verre, et c'est quelqu'un que j'ai connu au bar du Georges V, et puis après du Westminster. Et tu sais qu'un bar sans piano, c'est une église sans autel. C'est Barbès sans Rochechouart. C'est Otis sans Piffre. C'est Erckmann sans Chatrian. Ça n'existe pas. Voilà, comme le shaker, évidemment. Tu nous joues, pour terminer, une... allez, Gershwin. Superbe. Let's go. Tu vas jouer quoi? Gershwin. Oh, quel beau choix. Je voudrais remercier toute l'équipe d'Omerta qui a assuré cette rencontre au bar du dernier verre. C'est grâce à Nicoletta que je suis pas devenu un gros tas. C'est grâce à Philippe Asco que je garde encore une tête de coco. C'est grâce à Najwa El Haïté que je ne tombe jamais dans la vulgarité. Et c'est grâce à Régis Le Sommier qui m'a empêché toujours être Régis le dortoir. Et c'est pour ça que vous pouvez revenir à vos activités normales. Et à Laurie, évidemment, avec sa vidéo. Et à très, 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 très vite. Merci. Bravo, quel talent. Vous savez que j'ai vu André, un soir, faire du rap. Non.
C'était génial. Il était 2h du matin, on avait bien mangé, on avait bien bu. Il a improvisé. Rien ne semble différencier ce quartier du sud de Beyrouth d'un faubourg arabe traditionnel. Ses commerces, ses rangées de grands immeubles, une effervescence populaire et une vie de café invitant à la conversation. Des scènes de vie lambda pour un quartier arabe, à une différence près. L'espace est saturé de photos de Hassan Nasrallah, le leader charismatique du Hezbollah. Une iconographie précise mettant en scène le secrétaire général du parti chiite libanais et ses martyrs tombés en Syrie ou contre Israël en 2006. Parce que nous sommes ici à Daïeh, communément appelé le QG du Hezbollah. Largement dépeint par les médias occidentaux comme symbole du fondamentalisme islamiste chiite, bras armé de l'Iran, le Hezbollah est aujourd'hui un acteur incontournable de la scène politique libanaise et régionale. Pour comprendre les origines du Parti de Dieu, il faut remonter au milieu des années 80. Alors que le Liban est en proie au chaos de la guerre civile, Israël attaque de nouveau le pays. Objectif : éliminer la résistance palestinienne de l'OLP dirigée par Yasser Arafat et créer une zone tampon pour protéger le nord de l'État hébreu. L'opération Paix en Galilée est lancée. 100 000 soldats de Tsahal envahissent le sud du Liban pour atteindre Beyrouth le 11 juin 82. Un groupe de combattants clandestins du sud Liban prend alors les armes pour lutter contre l'occupant israélien. Ce sont alors les prémices du mouvement Hezbollah.